Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission 1 heure de vérité, le débat politique de mercredi sur Taxi FM. En ce mercredi 14 février 2018, notre invité, M. Pascal Adjamagbo, il est le président du Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Et bonjour à tous les auditeurs. Voilà. C'est le 114e parti politique sur l'échiquier national. Le Mouvement du Peuple pour la Liberté a officiellement été lancé le week-end dernier au Togo. Le MPL se veut un parti politique qui a une autre vision différente d'autres des partis politiques existants sur l'échiquier national. Alors, Monsieur le Président, nous allons tout d'abord vous demander de nous parler un peu de vous. Monsieur Pascal Adjamagbo, le public, les auditeurs veulent vous connaître. Je commencerai par mon expérience professionnelle et je suis actuellement depuis plus de 30 ans professeur de mathématiques à l'université Paris 6 qui est la plus grande université française et la mieux classée dans l'île de Schengen. Et après avoir reçu une formation d'ingénieur des ponts et chaussées, et sur le plan politique, j'ai beaucoup milité dans l'UFC parmi les dirigeants et comme conseiller spécial du président national de UFC France, ce qui donc m'a donné une certaine expérience et m'a donné envie de concrétiser des idées au bénéfice du peuple. Alors, ancien membre, dirigeant de l'Union des forces du changement, est-ce qu'on peut dire que le MPL est dans le même courant, dans la même idéologie politique que l'Union des forces du changement? Ou bien vous avez coupé le cordon ombilical? Bon, disons que si c'est la même, l'existence MPL ne serait pas justifiée. Mais je dirais que depuis 2010, depuis l'accord entre UFC et EPT devenu UNIR, et l'UFC a voulu, je dirais, expérimenter une nouvelle piste. Mais les constats sont là. Dans sa dernière conférence de presse, et le président national de l'UFC a lui-même fait, je dirais, le constat disons, des objectifs non tenus de cet accord. C'est pour dire que je pense que dans le fond, il y a quelque chose qui vaut la peine d'expérimenter, mais l'expérience, je dirais, n'a pas été portée comme il le fallait. Donc je garde quelque chose de cette piste que devait explorer l'accord, mais qui, de l'aveu du président national, n'a pas été exploré à la satisfaction des dirigeants de l'UFC. Pensez-vous, comme tout observateur lambda, que l'accord politique UFC et RPT en 2010 a eu un échec, ou bien vous avez une autre lecture de cet accord-là? En tout cas, le président national de l'UFC a fait le constat de l'insatisfaction. Mais la population a fait une autre lecture, et compte tenu aussi des actes posés par les dirigeants de l'UFC. Mais je pense que l'intention était bonne, mais l'accord n'a pas été défendu, n'a pas été mis en œuvre comme on pouvait l'espérer, notamment n'a pas été mis en œuvre comme le modèle de l'Afrique du Sud, de l'accord entre ANC et les tenants de l'apartheid. Disons, cette ambition n'a pas été atteinte, l'ambition de l'Afrique du Sud. Revenons à votre parti, le Mouvement du Peuple pour la Liberté. Qu'est-ce qui vous a guidé à créer un nouveau parti? Vous pouvez quand même adhérer à d'autres formations politiques qui existent déjà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un nouveau parti politique? Voilà, non, c'est une question pertinente. Je dirais que si le président Emmanuel Macron, qui au moment avait été membre du Parti socialiste, était resté
ou avait adhéré à un autre mouvement. Je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'il ne serait pas en sa position actuelle, et non seulement de président de la République, mais en position de mettre en œuvre les idées qui lui sont les plus chères pour l'économie et la société et l'administration française. Et je pense que c'est la mise en œuvre de certaines idées qui lui sont chères, selon lui, pour donc l'économie et la société, l'administration française, eh bien, qu'il a pris ce risque de créer un mouvement et qui n'était pas encore un parti politique pour briguer la fonction suprême. Et bon, je pense que... Vous voulez faire la même chose que Emmanuel Macron? Bon, et disons que les idées pour aider le peuple togolais me tiennent à cœur. Et jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que ces idées n'ont pas été mises en œuvre, et que cette idée valent la peine qu'elle soit mise en œuvre. Et c'est pour cette mise en œuvre que, avec toute une équipe de jeunes, de personnes très dévouées, passionnées par l'avenir du Togo, eh bien, et nous sommes lancés dans cette aventure du mouvement du peuple pour la liberté. Et vous vous réclamez de quel bord? Vous êtes proche de quel courant? Est-ce que vous êtes proche des socialistes, des sociodémocrates? Vous êtes proche de quel bord politique? De quel oui, bord? Disons que sur l'échiquier, je dirais, français, parce que l'échiquier politique français n'est pas le même que américain. Politique français européen, je dirais que c'est le social-libéralisme. Et entre, je dirais, social-libéralisme et le socialisme libéral, illustré par exemple par Tony Blair en Angleterre et par Michel Rocard en France. Et Macron lui-même se réclame du social-libéralisme. Je dirais que c'est un centre de gravité entre ces trois personnalités. Voilà. Vous avez un lien de parenté avec Madame Brigitte Kafui-Adjamagbo Johnson, la présidente du CAP 2015. Exactement. Et c'est ma sœur, comme on dit au Togo, même père, même mère. Voilà. Alors, on va parler de votre mouvement, le mouvement du peuple pour la liberté. Alors, ce mouvement ou ce parti politique a été officiellement lancé. Alors, il s'agit maintenant de parler de l'ancrage de ce parti sur l'échiquier national. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que le parti a une certaine représentativité sur l'échiquier national? Ou bien c'est maintenant que vous allez déployer les différents comités sur toute l'étendue du territoire national? Non, déjà nous avons une implantation plus représentative sur toute l'étendue depuis la préfecture du Tone jusqu'à la préfecture du Golfe. Nous avons déjà des fédérations qui ont leur direction et qui ont déjà des militants qui notamment se sont déplacés massivement pour ce congrès. C'est dommage que les journalistes n'aient pas pu assister, et personnellement j'ai été surpris par la participation de l'Assemblée, qui ont fait des amendements, des propositions de rajout au bureau, des représentativités des femmes dans le bureau, etc. Donc il y avait une Assemblée, je dirais, massive et faite de militants et qui ont été des congressistes et non seulement zélés mais passionnés et fructueux. Qu'est-ce que vous avez voulu ou qu'est-ce que vous entendez apporter de nouveau sur l'échiquier politique avec le MPL? Je dirais, avant d'entrer dans le détail, apporter du sang neuf et à non seulement la classe politique togolaise, mais essentiellement à l'opposition togolaise. Nous revendiquons clairement de l'opposition togolaise. Mais nous voulons réaliser cet objectif de l'alternance politique et à la manière de l'Afrique du Sud, cette manière qui a échoué avec l'UFC. Mais nous croyons en ce qui a été fait en Afrique du Sud et nous pensons que nous pourrons le réaliser au Togo également. Et quels sont les moyens dont vous disposez? Vous comptez sur des
des gens dévoués, vous comptez sur l'idéologie de votre parti, vous comptez sur un certain nombre d'astuces. Sur quoi vous comptez exactement pour faire mieux là où les autres ont échoué? Oui, et nous comptons sur la sensibilisation des électeurs. Et bon, nous vivons au Togo, nous vivons sous un régime de 50 ans et je crois que l'écrasante majorité espère, je dirais, non seulement un changement, mais un renouvellement de la manière de gouverner, de la classe politique. Et donc nous comptons, je dirais, éveiller la conscience des électeurs et sur le changement profitable pour chacun et le changement à la tête de l'État doit être aussi profitable et pour chacun dans leur vie concrète et qu'il y ait aussi du changement dans leur vie, mais non pas par des promesses démagogiques, mais par, je dirais, le labeur du travail, par la sueur du travail, par la passion du travail, conformément à la devise togolaise, d'abord le travail, ensuite la liberté. Je dirais que le travail qui permet une vraie liberté, et ensuite la patrie. Et donc le travail, le changement dans la vie de chacun, par les conditions de travail rémunérateur et qui le permet et enfin de se sentir libre et de réaliser pleinement les idéaux de leur vie. Le mouvement le mouvement du peuple pour la liberté vient de voir le jour, mais vous n'êtes pas nouveau dans le landerneau politique togolais. Quelle analyse faites-vous de la situation politique du Togo? Oui, je dirais que même les machines qui ont une santé plus solide que les hommes ont besoin du repos pour pouvoir fonctionner de manière efficace. Et je pense qu'un régime de 50 ans, au bout de 50 ans, le régime a besoin de se refaire une santé et de permettre à ses militants de se régénérer. Et je dirais que l'alternance qui est demandée par une grande majorité écrasante du peuple est aussi, je dirais, à l'avantage du parti au pouvoir. C'est contraire à tous les principes de vouloir fonctionner indéfiniment sans se reposer, sans se régénérer. Donc, pour moi, l'alternance est une nécessité mécanique. Mais l'alternance n'est pas une fin en soi. Je dirais que la fin en soi, c'est le bien-être de tous les citoyens. Et que ce changement se ressente dans le bien-être qui commence malheureusement par le bien-être économique. Il faut de nos jours avoir une certaine capacité économique pour ressentir le bien-être. Je dirais que le bien-être est la finalité du changement. Voilà. Vous suivez l'actualité politique même depuis Paris tout le temps. Oui. Vous savez que le parti UNIR essaie de se régénérer à travers donc les nouveaux organes de fonctionnement. Est-ce que on ne peut pas dire que UNIR est en train de faire sa mue pour faire face aux défis, puisque vous avez dit qu'un régime cinquantenaire a besoin du repos. Est-ce que vous ne pensez pas que le parti au pouvoir actuellement fait sa mue pour être fin prêt pour de nouveaux défis qui viennent? Non, et quels que soient, disons, les aménagements qui sont faits dans
et le parti au pouvoir. Non, je pense que un temps d'arrêt est indispensable pour une vraie régénération. Non, et ce qui se fait comme, je dirais, changement, c'est superficiel. Non, dans l'intérêt du parti au pouvoir, l'alternance est profitable, sincèrement. Et je dirais, les ravalements de façade ne suffisent pas. Il faut des travaux plus profonds que des ravalements de façade. Ah, donc vous ne croyez pas du tout à ce souffle nouveau que UNIR est en train d'injecter à travers ces nouveaux organes, notamment les mouvements des jeunes, pour unir le mouvement des femmes, le mouvement des sages. Vous ne pensez pas que cela peut booster un peu un rendement politique profitable pour le pays? Non, je pense que c'est des ravalements de façade et qu'il faut un sommeil réparateur. Il faut un repos réparateur pour honorer la tradition qui leur tient à cœur. S'ils tiennent vraiment à cette tradition, il leur faut un repos régénérateur. Depuis le 19 août 2017, l'atmosphère politique a changé de ton avec l'avènement, on va le dire, d'un certain Tikpi Atchadam qui a porté à bout le bras une autre forme de revendication, à savoir le retour de la Constitution de 1992, le vote des Togolais de la diaspora et bien sûr d'autres exigences. Comment de loin vous avez donc vécu tout ce qui a eu lieu depuis août 2017 jusqu'en ce moment qui a débouché bien sûr sur les médiations des chefs d'État et aujourd'hui on parle de dialogue. Comment avez-vous vécu tout cela? Oui, je l'ai vécu avec passion et par moments avec beaucoup de compassion, et je pense encore à toutes les victimes, et depuis les enfants jusqu'aux plus jeunes, et même parmi les militants de la Bloodevio. Et nous avons un jeune d'une vingtaine d'années qui est décédé à la suite de blessures au cours de ces manifestations. Il était le fils unique, Eric Kumako, fils unique de sa mère. Et c'est un drame. Donc je pense à tous ces martyrs de la démocratie togolaise. Donc je l'ai vécu avec passion et compassion. Et nous pouvons vraiment rendre un grand hommage à Tikpi qui a permis, je dirais, à presque toute l'opposition togolaise de se réveiller depuis, je dirais, depuis les années 90. L'opposition ne s'est jamais aussi bien réveillée que maintenant. Et nous devons cela à l'initiative au départ de Tikpi, mais qui a été, je dirais, fortement soutenue. Et sans le soutien des autres partis de l'opposition, je ne pense pas que le mouvement déclenché le 19 août aurait cette vitalité. Alors, plusieurs fronts se sont formés. Parmi eux, on parle donc de la coalition des partis politiques de l'opposition regroupée en un bloc de 14 partis politiques. Alors, M. Pascal Adjamabo, est-ce que vous croyez que l'issue aujourd'hui, c'est dans l'unicité de l'action de l'opposition face au régime en place? Oui, je pense que la coalition incarne déjà une unicité d'action et d'une grande partie de l'opposition. Et c'est un modèle donc d'unité d'action, et même si cette unité d'action ne regroupe pas tous les partis qui se revendiquent de l'opposition. Mais je pense que la coalition regroupe la plupart des partis qui se revendiquent de l'opposition. Alors, on parle également de dialogue. Le dialogue
va s'ouvrir certainement le 15 février prochain, ou bien les prémices du dialogue, puisque on parle des préparatifs du dialogue avec des consultations qui vont être menées à partir du 15. Le dialogue proprement dit va être mené. Alors, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour parler soit de la représentativité au niveau de ce dialogue. Certains parlent de l'inclusivité de ce dialogue, d'autres parlent donc de ceux qui sont habilités à prendre part à ce dialogue. Vous, M. Pascal Adiamagbo, quel est votre point de vue sur ce dialogue? Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il faut inclure tous les partis politiques à la table de discussion pour trouver une porte de sortie à la crise togolaise? Moi, je pense qu'il faut être juste dans la vie. Et nous assistons à un conflit entre ceux qui organisent les manifestations et le pouvoir en place. Et donc, il y a deux protagonistes. Et nous savons que les manifestations, à part celles du 19 et 20 août, sont organisées par la coalition. Et donc les deux partis en conflit, c'est la coalition et le pouvoir. Le pouvoir, c'est constitué par le gouvernement et par le parti qui soutient le gouvernement essentiellement. Et donc le parti avec ses organes, les députés, etc. Bon, donc et les deux partis en conflit sont représentés par la coalition et je dirais le pouvoir. Et s'il faut un dialogue pour trouver une issue honorable à ce conflit, il faut être juste. Non, il faut et laisser les deux protagonistes et trouver une solution honorable pour les deux parties. Et sachant que la coalition revendique de représenter le peuple et souverain. Et le régime revendique une certaine légalité. Mais nous savons que toute légalité a sa source dans le peuple. Et la légalité doit être relativisée par rapport au peuple. Et la souveraineté est détenue par le peuple. Et dans la prestation de serment, le président de la République togolaise dit et évoque le peuple seul détenteur de la souveraineté. Oui. Donc c'est un conflit qui oppose, disons, le peuple souverain qui veut s'exprimer spontanément, représenté par la coalition, et la légalité issue du peuple aussi, issue des dernières élections législatives et présidentielles, mais dont, là, je répète, la légalité est subordonnée au peuple. Voilà. Ce dialogue qui va s'ouvrir, est-ce que vous, personnellement, vous êtes optimiste par rapport à l'issue de cette discussion-là? J'ai de grands espoirs. Mais je ne dirais pas que je suis optimiste. Et voilà. Et mon espoir, c'est que le peuple souverain et ses représentants qui ont été élus il y a 3 ans et 5 ans, et qu'on trouve une issue honorable qui préserve la souveraineté du peuple. Et le peuple demande une alternance politique à une certaine échéance. Je pense que, et comme l'a exprimé publiquement le président national de l'UFC, il est souhaitable que toutes les parties favorisent une vraie alternance en 2020. Et le président de l'UFC s'exprimait en tant que partenaire officiel du pouvoir en place. Donc, je pense qu'une issue honorable
c'est de favoriser l'alternance en 2020. Mais il faut tenir compte de la manière. Et ce qui est déclenché, le slogan populaire qui a été déclenché, n'est pas comparable à celui du Burkina. Le Burkina, ça s'est passé en quelques jours. Et donc, et les leaders aussi doivent tenir compte de cela. Et que la rue n'a pas réussi à chasser les dirigeants du pouvoir. Et le débat juridique risque d'être... on risque de s'enliser dans le débat juridique de la rétroactivité ou pas. Et je pense qu'il ne faut pas rester sur ce terrain. Ce que l'on attend du pouvoir en place, c'est un geste politique. Et que le pouvoir ne doit pas, disons, évoquer des raisons juridiques pour un blocage. Non. Et après 50 ans, c'est naturel de faire un geste politique. Et moi, c'est mon grand espoir pour ce dialogue. Et quel pourrait être ce geste politique du pouvoir? Oui, que, donc, comme l'a demandé le partenaire du pouvoir en place, J. Tony Pio, que le pouvoir en place accepte une alternance en 2020. Bien sûr, par un renoncement libre, sans contrainte juridique, de la part du président de la République, à, je dirais, prolonger au-delà de 2020 le régime qui est déjà à 50 ans. C'est ce que demande J. Tony Pio et c'est ce que la conférence des évêques ont demandé, c'est ce que plusieurs institutions ont demandé. Mais il faut que ce soit clair que ça ne peut être qu'un geste libre de la part du chef de l'État et qui ne peut être, en tout cas, qui ne peut être ni forcé par la rue, ni forcé par la loi. Parce que ce débat, je pense que ce débat sur la rétroactivité ne peut pas être tranché. Alors, si jamais le mouvement du peuple pour la liberté est appelé à la table des négociations, est-ce que vous avez des propositions concrètes à apporter pour que cette crise puisse trouver un heureux dénouement? Bon, comme je l'ai dit, je pense que c'est ceux qui portent le soulèvement et ceux qui sont contestés qui doivent vraiment se réunir. Et nous pouvons donner nos avis en tant que personne extérieure au dialogue. Et donc j'ai rappelé toutes les personnalités qui ont souhaité cette sortie honorable. Mais il reste la manière, il reste comment réaliser. Et si on espère, comme j'ai écrit Tony Pio, un geste libre de la part du chef de l'État. Et il faudrait qu'il y ait un geste aussi noble de la part de ceux qui représentent le peuple souverain. Et ce geste noble, ça peut se concrétiser sous la forme d'un statut et pour les anciens chefs de l'État, qui inclut en particulier l'amnistie et la tranquillité pour qu'ils puissent, je dirais, jouir non seulement de sa citoyenneté, mais de la convivialité de ses proches. Et il n'y a rien de plus terrible que d'être exilé, d'être coupé de son milieu naturel. Et donc, si on attend un geste noble de la part du chef de l'État, il faudrait qu'il y ait un geste encore plus noble de la part des représentants du peuple souverain. Je rappelle que vous suivez l'émission 1 heure de vérité. Nous recevons aujourd'hui M. Pascal Adjamagbo. Il est le président du tout nouveau parti politique, le Mouvement du peuple pour la liberté. Parlons toujours donc de ce dialogue qui va s'ouvrir le 15 février prochain. Alors, certaines voix s'élèvent également pour réclamer la participation de l'armée aux discussions. Votre point de vue? Oui.
Et c'est vrai que l'opposition togolaise, depuis des décennies, a donné l'impression de beaucoup culpabiliser l'armée. Et bon, une personne qui se sent toujours culpabilisée et se sent mal à l'aise. Je pense que l'opposition doit faire un geste pour faciliter la mutation de l'armée togolaise en une armée vraiment républicaine. Bon, est-ce que ce geste peut prendre la forme d'une invitation à la table ? C'est à voir. Et en tout cas, je vous assure, il y a deux parties officielles en conflit. Et quelle que soit, je dirais, la forme que prendra cette prise en considération de l'armée togolaise, il faudrait que l'opposition fasse un geste plus explicite pour permettre et pour mettre plus à l'aise l'armée togolaise, pour qu'elle participe plus aux valeurs républicaines, pour qu'elle soutienne le peuple dans ses aspirations républicaines. Alors, il y a une phrase choc qui m'a marqué lors du lancement de votre parti politique où vous disiez que vous avez des mécanismes pour empêcher les fraudes électorales. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de cela? Parce que c'est vraiment une phrase choc que les gens ont retenue. Et apparemment, vous avez ce mécanisme-là. Et comment est-ce que cela s'apparente? Puisque depuis plusieurs années, ça a été l'un des égrenés à chaque élection on parle toujours de fraude. Au pouvoir et l'opposition n'arrivent toujours pas à s'entendre sur l'essentiel. Alors, apparemment, vous avez trouvé la baguette magique? Oui. Voilà, ça, je peux rassurer le peuple que la solution existe. Mais comme c'est une question stratégique, nous ne pourrons pas dévoiler, je dirais que tous les aspects du mécanisme. Mais nous pouvons parler du cadre. Et il faut absolument un cadre, et comme celui que nous proposons et que nous appelons provisoirement le comité d'action pour la transparence et la justice électorale au Togo. Et il faut un cadre qui soit le plus populaire possible, qui rassemble toutes les forces vives, depuis les partis politiques et la société civile, les syndicats et jusqu'aux religions. Mais il faut aussi le soutien très influent d'institutions internationales. Et par exemple, la Fondation Carter. Et beaucoup parmi les jeunes ne savent pas que Carter, l'ancien président des États-Unis, donc qui a fondé une institution consacrée à la surveillance des élections dans le monde entier, est venu en personne au Togo pour assister et pour surveiller les élections de 93. Donc la fondation Carter est particulièrement sensibilisée. C'est une des institutions les plus influentes dans le monde en ce qui concerne les élections, la surveillance des élections. Donc nous souhaitons que dans ce comité, il y ait non seulement les forces vives, mais des institutions expérimentées et influentes sur le plan international. On sait également que le problème majeur, c'est le fichier électoral qui pose toujours problème. On a vu Alberto Olimpio, par exemple, qui avait dénoncé à l'époque le fichier électoral. Vous pensez qu'il faut aussi faire un travail dans ce sens-là pour assainir le fichier électoral pour que les résultats soient vraiment fiables et acceptés par toutes les parties prenantes à ce jeu du processus électoral? Oui, exactement. Et ça, c'est un des domaines d'expertise, par exemple la Fondation Carter. Bon, il y a d'autres institutions de l'ONU qui organisent des élections comme en République centrafricaine, mais cette question du fichier, je dirais, c'est un domaine d'expertise, par exemple la Fondation Carter et d'autres institutions. Donc,
fondation ou cette autre institution peut faire, et je dirais de manière plus satisfaisante, et ce travail qui était proposé par le chef du parti des Togolais. Alors, il n'est un secret pour personne que la crise politique a des répercussions sur l'ensemble de la vie active, notamment les marches qui ont véritablement contribué à dégrader l'économie nationale. Aujourd'hui, il y a les crises et les tensions au niveau social. Tout le front social est en ébullition, les enseignants, les médecins, la synergie des travailleurs du Togo. Dans beaucoup de domaines, il y a des difficultés. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des collisions entre le social et le politique dans notre pays? Ou bien tout est lié finalement? Je trouve même qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité et de la part de la classe politique de l'opposition et vis-à-vis de ces corps sociaux qui revendiquent. En tout cas, je suis très attentif aux prises de position, déclarations des acteurs de la vie publique togolaise, et je n'ai pas vu, par exemple, des déclarations de soutien de leaders de l'opposition togolaise à certaines catégories de travailleurs qui revendiquent vraiment le minimum pour pouvoir mieux servir le peuple. Donc je dirais que pour le moment, je constate un manque de solidarité. Et donc c'est tout le contraire de ce que l'on pourrait penser, que c'est l'opposition qui encourage ces mouvements. Non, je dirais que l'opposition n'est pas assez solidaire de ces mouvements. Et oui, bon. Et je dirais que ce n'est pas l'opposition qui est en situation de répondre aux revendications. Et donc, c'est le pouvoir en place qui doit assumer ses responsabilités. Si le pouvoir ne peut pas tout satisfaire dans les médias, il pourrait proposer un plan crédible pour rassurer les catégories qui revendiquent. Le pouvoir doit assumer ses responsabilités. Voilà. Et quand nous prenons dans le lot, par exemple, la question lancinante qui revient tout le temps chaque année, c'est la question des revendications des enseignants. On n'arrive pas toujours à trouver la meilleure solution pour que les enseignants puissent travailler normalement, quand nous connaissons le rôle primordial que les enseignants jouent. Est-ce que vous nous avez dit au début de cette émission que vous êtes professeur de mathématiques, donc c'est un milieu que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi apporter une certaine solution pour que cette situation-là puisse trouver une certaine amélioration? Oui. Bon, d'abord, il faudrait augmenter sensiblement la part du budget national consacré à l'éducation comme à la santé, quitte à réduire la part du budget consacré à l'armement, par exemple. On sait que le Togo, en Afrique, je crois le premier client en armes d'Israël. Beaucoup ont cité cette raison pour expliquer le vote de soutien du Togo à Israël. Donc nous savons que l'armée, disons que le budget du Togo, une grande partie est consacrée aux armements. Bon, quitte à rééquilibrer un peu les choses, il faut, je dirais, apporter du nouveau. Et si on reste sur les budgets actuels, on ne pourra pas satisfaire les revendications, on ne pourra pas, je dirais, que proposer aux malades des établissements de soins acceptables. Non, il faut une révolution dans la répartition du budget de l'État togolais. Et sans cela, c'est du bricolage, on va faire du surplace pendant des décennies. S'il n'y a pas de changement au niveau du budget.
Et pourtant, nous sommes dans un mandat social du chef de l'État, Faure Sabdiana Gnassingbé. Ça veut dire qu'il faut encore consacrer beaucoup plus de temps au social par le chef de l'État? Et pas seulement plus de temps, je dirais que plus de moyens. Et je crois que le Ghana a inauguré il y a à peine un an un centre de santé très moderne. Et bon, dans le discours du 13 janvier, du 27 avril 2013, le chef de l'État s'est lui-même plaint que le service des urgences est devenu un mouroir. C'est un mot très fort. Mais depuis, à ma connaissance, la situation n'a pas changé. Hein. Et donc, non, il faut prendre des mesures choc en matière de santé et en matière d'éducation. Et qui passent nécessairement par des moyens financiers infiniment supérieurs à ceux qui sont alloués jusqu'à maintenant. Je dirais que, quitte à rééquilibrer les diverses compositions du budget du Togo. Le Togo, quand même, fait partie donc des pays de la sous-région. On parle aujourd'hui d'une certaine exception parce que tous les autres pays de la sous-région ont connu de l'alternance. Il y a de nouveaux présidents qui sont arrivés. Vous aussi, vous pensez que c'est une exception qui ne nous honore pas, mais encore, faut-il aussi aller clairement dans les urnes pour faire cette alternance-là? Oui, c'est clair que après la Gambie, le Togo se retrouve le seul pays où il n'y a pas de l'alternance depuis des décennies. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison, c'est surtout pour des raisons internes que l'alternance s'impose. Il reste à voir la manière dont cette alternance doit se réaliser. Et disons que l'opposition n'a pas réussi à obtenir l'alternance comme au Burkina, mais il y a plusieurs autres modèles de l'alternance. Et bon, les urnes pourraient être à condition de prendre les dispositions pour que les élections soient crédibles. Et crédibles au niveau d'abord des personnes qui organisent. Et il y a plusieurs mesures. Et quand bien même l'accord, le dialogue en cours est parvenu à un accord sur l'organisation, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et le comité que nous proposons est indispensable, même dans le cas où le dialogue a réussi à trouver un consensus sur l'organisation des élections. Il pourrait y avoir l'alternance par les élections, comme l'a évoqué le président français. Mais il ne faut pas être hypocrite. Et si on laisse l'organisation des élections dans l'État, parler d'alternance par les élections, c'est insupportable. C'est une hypocrisie insupportable. S'il n'y a pas eu aussi d'alternance depuis des décennies, c'est aussi également la faute à l'opposition. Vous pensez aussi, comme certains, qu'il faut un renouvellement de la classe politique togolaise? Bon, disons que l'opposition a raté déjà plusieurs occasions d'alternance. Mais je dirais, se tromper est humain. Mais par contre, persister dans l'erreur est diabolique. Donc l'opposition doit être vigilante pour ne pas répéter les erreurs du passé. Mais on ne peut pas jeter la pierre à l'opposition pour avoir raté des occasions d'alternance. Et il faut oublier, je dirais, les occasions manquées et se tourner passionnément vers le présent et l'avenir. Il n'y a pas de fatalité. Nous réussirons. Et pour le bonheur de tous. Et le Togo est un seul peuple. Le Togo doit rester une seule famille. Et le pouvoir en place a appliqué de manière systématique l'adage diviser pour régner. La division ethnique a été une arme pour maintenir le pouvoir en place. Et il est grand temps vraiment de resserrer les liens du peuple togolais et
c'est pour cela que nous nous battons pour une alternance au profit de tous, au profit d'une unité togolaise et plus heureuse et même conviviale. Il faudrait que, je dirais que cette fièvre de la fraternité, la convivialité au lendemain de l'indépendance où on s'est libéré du joug colonial, il faudrait que on retrouve cette fièvre et nous voulons réenchanter le rêve de l'indépendance. Pensions au lendemain de l'indépendance, les acteurs pensaient que une fois qu'ils seront libres de leur destin, ils pourront plus facilement mettre en œuvre les mesures économiques pour le propre développement. Mais on a sous-estimé la difficulté, je dirais, du gouvernement, de la gouvernance économique. Nous avons failli par là, et puis il y a eu l'assassinat du 13 janvier, et depuis, sur le plan politique, les choses sont allées de travers. La situation politique inquiète forcément les autres pays de la sous-région. Alors, le président nigérien Muhammadu Buhari a clairement parlé donc d'une certaine instabilité de la sous-région, le fait qu'il y a un risque d'instabilité qui se profile à l'horizon si la crise togolaise perdure, et n'a-t-il pas raison finalement d'être inquiet de la tournure des événements ici au Togo? Oui, absolument. Et dans quelques jours, le soulèvement en cours va atteindre les 6 mois. Et ça rappelle les 9 mois de grève illimitée. Et on sait que les 9 mois ont eu un impact économique très important. Et donc, l'impact économique on doit se préoccuper de cela. Donc, le président nigérien a raison. Mais c'est le pouvoir en place qui doit assumer ses responsabilités. Et j'entends les gens rejeter cette responsabilité sur l'opposition. Non, soyons sérieux. Non, c'est le pouvoir en place qui gère. Et s'il estime que les revendications de certains citoyens gênent, eh bien, il faut répondre à ces revendications. Dans tous les cas, cette situation préoccupante, et c'est au gouvernement d'en assumer les responsabilités et de trouver les solutions d'y mettre fin. On ne peut pas rejeter cette responsabilité sur les manifestants. Et je dirais que les manifestants, c'est eux qui, je dirais, se sacrifient. C'est un sacrifice. Beaucoup sacrifient leur travail, ils sacrifient leur vie. Nous avons quelque chose, nous avons évoqué notre camarade Eric Komako. Donc le sacrifice jusqu'à maintenant est du côté des manifestants, pas du côté du pouvoir. Et donc c'est au pouvoir de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette situation qui embarrasse également nos voisins. Nous tirons vers la fin de cette émission, mais on va respecter la tradition, puisque dans cette émission, nous parlons également de l'actualité un peu sur le continent. On sait que le président rwandais Paul Kagame a pris les rênes de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'Union africaine a aussi les coudées franches pour mener à bien sa politique de développement du continent? Bon, le président Kagame a fait ses preuves dans son pays en matière de dynamisme, surtout économique. Et ce serait une chance historique pour l'Union africaine qu'il puisse que le président rwandais puisse imprimer ce dynamisme économique à toute l'Union africaine. Et le dynamisme, ça suppose de l'innovation. Et il y a de grands projets à l'échelle continentale qui peuvent être lancés. Et personnellement, je travaille depuis une dizaine d'années sur la réalisation du barrage du Grand Inga, et qui
à lui seul produirait autant que 40 centrales nucléaires de taille moyenne et qui suffirait, je dirais, à satisfaire les besoins essentiels de tout le continent en matière d'électricité. Depuis les années 60, l'historien Cheikh Anta Diop rêvait de la réalisation de ce grand barrage. Et depuis une dizaine d'années, je me bats pour qu'il se réalise. Et j'espère que le dynamisme économique du nouveau président va pouvoir apporter sa pierre à la construction, à la réalisation de ce rêve du barrage du Grand Inga. Mais il y a d'autres projets panafricains. Et il y a le projet de la monnaie unique sur laquelle il faut travailler. Et la CEDEAO travaille déjà depuis plus de 10 ans sur la monnaie commune de la CEDEAO. Mais il faudrait déjà réfléchir à la monnaie commune et africaine. Et en matière de santé et d'agriculture, dans beaucoup de domaines, je dirais, stratégiques pour chaque pays, il y a des projets panafricains qui devraient être lancés. Le NEPAD avait cette ambition, mais on sait que le NEPAD a été timide jusqu'à maintenant. Et donc, espérons que le président rwandais va porter du sang neuf et dynamisme à l'Union africaine à travers des projets au bénéfice de tous les pays. Donc, c'est ce que j'appelle les projets économiques panafricains. Monsieur Pascal Adjamagbo, vous êtes le président du mouvement du peuple pour la liberté. Votre mot d'espoir à l'endroit du peuple togolais? Oui. Je dirais que depuis des décennies, une grande partie du peuple, la partie la plus écrasante, la majorité écrasante du peuple, lutte pour l'alternance et pour le changement de gouvernance du Togo. Donc pour un changement à la tête du Togo. Et cette lutte a mobilisé toutes les énergies au point d'oublier le changement dans la vie de ceux qui luttent, et notamment des plus malheureux. Donc il est temps de compléter l'objectif du changement à la tête de l'État par l'objectif du changement dans la vie de tous les Togolais, et d'une manière non pas démagogique, mais d'une manière constructive, par le travail, et pour honorer notre devise travail, liberté, patrie. Et c'est cela le projet que le mouvement du peuple pour la liberté propose aux Togolais. Monsieur Pascal Adjamagbo, merci. Merci d'avoir été... Oui. Merci beaucoup, et merci surtout pour les auditeurs. Voilà. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui dans cette émission 1 heure de vérité à bâton rompu avec un acteur politique pour débattre du sujet politique breton de l'heure. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain.